Bon, je pense qu'on va pouvoir débuter ce séminaire. Je voulais d'abord vous remercier d'être présent soit réellement ou en ligne pour cet épisode 2 du séminaire critique de l'intelligence artificielle. Juste avant de commencer, je voulais peut-être un peu resituer le séminaire et notamment à travers la définition, on va dire, de ce terme critique. Je pense que intelligence artificielle, normalement, c'est à viser de personnes qui connaissent un peu ce domaine. Donc, je vais plutôt m'appeler à définir ce terme de critique. Donc, en fait, on peut faire remonter un peu l'origine de une critique de la connaissance à Kant. En fait, quelle a été la démarche de Kant? Kant, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a rappelé que quand on a un sujet qui s'attarde à étudier un objet, ben, en fait, on n'a pas forcément cette scission et cette indépendance entre d'un côté le sujet et l'objet. Dans le sens où, quand un concept est pensé, en fait, il est pensé par un sujet pensant. Donc, si par exemple, on s'intéresse je sais pas, au concept du triangle, alors, on n'a peut-être pas forcément le concept de triangle qui existe en soi, mais c'est plutôt nous, dans notre tête, avec les catégories de notre entendement, avec la manière dont est fait notre cerveau, qu'on forme ce concept. Donc, le mouvement de Kant, ça a vraiment été le suivant, le fait de dire que de recentrer la connaissance dans l'homme, de remettre l'homme au cœur de la connaissance. C'est-à-dire, c'est l'homme qui forme ces concepts. Et en fait, on a eu après l'école de Francfort, notamment sa première génération, donc Adorno et Horkheimer, qui de nouveau ont repris ce mouvement-là en s'intéressant cette fois-ci, en nous rappelant que du coup, que ce sujet connaissant, en fait, il fait partie d'une société. Et donc, on ne peut pas se dire que l'environnement économique, sociétal, politique et même environnemental, écologique, on ne peut pas se dire que tout cet univers dans lequel évolue le sujet connaissant est indépendant du coup de la théorie de la connaissance et des concepts qui sont produits par ce sujet connaissant. Donc voilà. Et du coup, l'idée, c'est que l'idée de cette théorie critique, elle est forcément éminemment pluridisciplinaire. Et c'est aussi un peu là-dedans que ce séminaire s'ancre dans une approche du coup pluridisciplinaire de l'intelligence artificielle, et notamment en faisant venir des sociologues, des économistes, des philosophes. Et du coup, aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir accueillir Francesca Musani. Donc Francesca est docteure en socio-économie et elle est aussi directrice adjointe et cofondatrice du CIS, le Centre Internet et Société, qui est un centre de recherche qui a été créé en 2019 et qui explore plein de thématiques très intéressantes et très actuelles autour de ce que fait Internet à la société, mais aussi le numérique, l'intelligence artificielle. Je vous intéresse grandement à regarder les groupes de travail qui y sont. Moi, j'avoue que depuis que j'ai pris connaissance de ce centre, je m'en fous un peu pour regarder les différents travaux et séminaires qui y sont. Donc, Francesca est spécialisée sur les questions de gouvernance algorithmique. Tu as travaillé aussi sur les infrastructures, notamment sur les infrastructures distribuées, sur tout ce qui est censure d'Internet et sur toutes les, comment dire, toutes les problématiques socio-techniques en ancrant ton approche dans les Science and Technology Studies. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je pense que Francesca, tu seras la mieux placée pour nous expliquer ce que sont les STS. Voilà. Et juste avant de commencer, je voudrais, comme la dernière fois, vous lire un petit extrait de théorie traditionnelle et théorie critique de Horkheimer, qui sera assez bref. Hein. L'extrait est le suivant. Parmi les différentes écoles philosophiques, les positivistes et les pragmatistes semblent plus que les autres tenir compte de l'implication du travail théorique dans la vie de la société. Ils définissent la tâche de la science comme étant la prévision et l'élaboration de résultats utilisables. Dans la réalité toutefois, cette conscience assurée d'elle-même et des buts à atteindre, cette fois dans la valeur sociale de sa profession, reste l'affaire personnelle, privée du savant. Qu'il croit en un savoir autonome, suprasocial, planant au-dessus de toutes les contingences, ou bien en l'importance de sa discipline pour la société, ces deux interprétations opposées n'exercent pas la moindre influence sur la réalité de son travail. Le savant et sa science sont intégrés à l'appareil social. Les résultats positifs du travail scientifique sont un facteur d'autoconservation
et de reproduction permanente de l'ordre établi, et peu importe l'interprétation que la science peut élaborer d'elle-même à ce sujet. Voilà. Et ben je te laisse la parole, Francesca. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à toutes et à tous d'être là. Je m'excuse d'être à distance, mais je suis dans un 8e mois bien avancé de grossesse, donc voilà, pour une autre fois venir sur le plateau de Saclay. Mais j'espère qu'on arrivera quand même à bien échanger, même dans la configuration actuelle. Donc, comme Marie l'a dit, je suis la directrice adjointe du Centre Internet et Société. Et je suis, par ailleurs, chargée de recherche au CNRS. Donc, surtout pour ceux qui sont en ligne, mais peut-être pas que, pardon, je voulais pas faire ça, je vous mets l'adresse du laboratoire parce qu'effectivement, comme Marie l'a dit, on est un centre assez jeune, on va bientôt fêter notre 3e année. Et le CIS, c'est un petit laboratoire CNRS et un gros réseau de chercheurs et pas que. De plus en plus, il y a aussi d'autres profils qui rejoignent, qui s'intéressent dans le cadre d'un certain nombre de groupes de travail à des questions qui ont trait largement au numérique et à la société, y compris un certain nombre de groupes de travail centrés sur l'intelligence artificielle et sur les approches critiques de l'intelligence artificielle. Donc, voilà, vous êtes très bienvenue pour aller y jeter un coup d'œil et éventuellement, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, soit tout de suite quand on va discuter après mon exposé, soit après par mail, n'hésitez pas. Voilà. Ceci dit, je rentre un peu plus dans le vif de ce dont il est question ce soir. Donc, avec Marie, on s'est dit que je pouvais effectivement dire quelque chose sur ce concept de gouvernance algorithmique. Donc, effectivement, ce que je fais, moi, comme terrain sociologique, principalement depuis quelques années, c'est plutôt centré sur les usages politiques des infrastructures et des architectures de l'Internet. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai été amenée à m'intéresser à ce concept de gouvernance algorithmique parce que, voilà, comme vous allez voir, c'est une sorte de sous-branche de questions plus larges qui ont trait à la gouvernance de l'Internet et du numérique qui m'intéressait. Et bien sûr, voilà, les algorithmes semblent aujourd'hui des outils centraux dans la galaxie numérique avec lesquels on fait des choses qui ont trait aux politiques, aux enjeux de pouvoir, aux équilibres de pouvoir. Donc, c'est ce dont il s'agira ce soir. Alors, donc, qu'est-ce donc cette gouvernance algorithmique? Donc, c'est un concept qui a surgi, je dirais, essentiellement dans la dernière décennie. Ça veut exprimer quelle idée que les algorithmes dans la galaxie du numérique soient désormais pour les personnes qui les développent, qui les rendre opérationnels dans des contextes divers, un moyen très important de réglementation, de régulation et d'exercice de pouvoir dans notre monde actuel. Et donc, quand on parle de gouvernance algorithmique, il y a cette double acception de cette étiquette. Il y a une question de gouvernance des algorithmes, donc la gestion politique des algorithmes comme donc objet cible de gouvernance, mais aussi la gouvernance par les algorithmes, governance by algorithms en anglais, c'est plutôt en anglais qu'est née cette étiquette, pour désigner l'ensemble d'opérations et de prises de décision qui touchent aux politiques au sens large, qui sont mises en œuvre par les algorithmes, donc en utilisant les algorithmes comme instrument de pouvoir.
Et donc, la gouvernance algorithmique est une sorte de sous-ensemble toujours plus important de cet ensemble de questions plus larges qui est défini comme gouvernance d'Internet, c'est-à-dire tout l'ensemble des opérations de conception, de coordination, de contrôle et de maintenance qui sont menées par un ensemble d'acteurs très hétérogènes, publics et privés, qui font fonctionner Internet et qui règlent les interactions qui peuvent arriver par son biais. Et donc, l'utilisation du terme gouvernance par rapport à gouvernement dans ce cadre-là, ça souhaite surtout mettre en avant que en ce qui concerne Internet, la régulation, l'exercice du pouvoir et la construction de normes ne sont pas une prérogative exclusive des institutions, mais plutôt d'une multiplicité d'acteurs qui inclut notamment les développeurs informatiques, l'industrie du numérique sous toutes ses facettes, et un certain nombre de figures de la société civile, donc des organisations, par exemple, de défense des libertés numériques, jusqu'à un certain nombre d'organisations qui souhaitent protéger les utilisateurs ou mettre en avant certains de leurs besoins dans les arènes politiques. Donc, c'est une question récente parce que le label gouvernance algorithmique, on ne le voyait vraiment pas beaucoup avant 2010. Qui se situe par ailleurs dans une très ancienne question des études sociales, des sciences et des techniques. Donc, c'est les fameuses STS dont Marie parlait. Et c'est un peu voilà, le courant disciplinaire principal dont je me revendique. Donc, c'est une branche de la sociologie un peu particulière qui examine les interactions des êtres humains avec les artefacts techniques, avec l'idée que c'est les humains et les artefacts techniques se co-construisent et qu'on ne peut pas entièrement rendre compte de ce qui se passe dans un monde où il y a de la technologie si on ne prend pas en compte ces interactions dynamiques, et donc on ne se résume pas à l'humain qui crée la technologie ou la technologie qui détermine les comportements humains, mais il faut trouver ce qu'il y a entre ces deux extrêmes. Donc, la question centrale de ce domaine-là, c'est comment est-ce que la technique structure le social et vice-versa dans des interactions constantes et évolutives. Donc, l'idée de cet exposé, c'est voilà, tout d'abord de donner une introduction au concept de gouvernance algorithmique, ce qu'on a commencé à faire. Et je veux aussi faire deux choses. C'est de donner un aperçu de la gouvernance algorithmique à l'œuvre en différents contextes. Certains d'entre vous vous sembleront, je pense, très familiers, d'autres moins. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'il y aura de quoi quelques aspects qui pourront vous surprendre ou auxquels vous n'aurez pas forcément encore pensé à la fin. On va essayer d'y réfléchir ensemble. Et en deuxième lieu, une appréciation de ce que fait cette gouvernance algorithmique aux droits fondamentaux des internautes. Donc, on parle du droit à la transparence, par exemple, du droit à la vie privée, etc. Donc, alors tout d'abord, où est-ce qu'on trouve la gouvernance algorithmique? Quels sont les contextes dans lesquels ces questions se posent, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé? Donc, l'idée, c'est de voir comment c'est un concept qu'on peut vraiment retrouver dans des formes multiples. Et le plus souvent, il y a une dimension controversée dans la façon dont ce concept est mis en œuvre dans des contextes particuliers.
Alors, il y a c'est peut-être le moment là de mettre en avant une question, c'est que là, quand on parle de ce qui change dans les mécanismes de pouvoir quand ces derniers font usage d'algorithmes voilà, pour servir leur objectif, il y a à la fois des narrations qui mettent en avant les algorithmes comme mécanismes de pouvoir de plus en plus puissants, intrusifs et omniprésents. Et une deuxième narrative qui est plutôt qui met en avant les aspects d'une gouvernance qui, grâce aux algorithmes, peut être potentiellement plus inclusive, plus réactive et porteuse d'une plus grande diversité sociale. Donc, il y a, quand on cause de gouvernance algorithmique, il y a toujours ces deux aspects qui sont présents et qui se mélangent. Donc, il faut tenir compte et qui ressortent de façon différente dans les différents contextes, mais c'est quand même une constante. Donc, tout d'abord, un premier cas que je voudrais rapidement mentionner, c'est voilà, la question des moteurs de recherche. Donc, on parle beaucoup des différentes façons où le web donne plus de visibilité à des informations et des contenus en particulier par rapport à d'autres. Et voilà, ça a été considéré comme une question très importante dans les débats. C'est récurrent depuis que le web existe, sur quelles sont les caractéristiques qui définissent l'espace numérique comme espace public d'échange et de conversation et de structuration de la pensée. Donc, pourquoi est-ce que ce que font les moteurs de recherche sont importants dans ce contexte? Parce que l'ensemble de mécanismes qui proposent de l'information en priorité sur le web, bien sûr, mènent un certain nombre d'opérations de hiérarchisation de la visibilité des informations. Il y a en particulier, voilà, en général, quand on cherche quelque chose sur un moteur de recherche, c'est très rare qu'on aille au-delà de la première page voilà, que nous est proposée par Google ou par notre moteur de recherche préféré. Donc, voilà, c'est quand même la mise en visibilité de ces informations est très importante pour l'existence même de ces informations. En particulier, il y a eu un ensemble de travaux qui ont examiné voilà, la situation de quasi-monopole que Google a sur les pratiques de recherche sur le web, et en particulier avec son algorithme PageRank et ses évolutions par la suite. Et cet algorithme a été examiné comme, on a parlé du nouveau gatekeeper, donc sorte de gendarme ou de dictateur bénévole ou passif, voilà, pas tellement, de l'espace public numérique. Et donc, voilà, en particulier, on a essayé de comprendre un petit peu plus sur la recette que sous-tend cet algorithme, surtout parce que justement, elle a fortement évolué au fil des années. Quels sont les critères de mesure qui servent à évaluer l'autorité d'une information sur la base du numéro de citation, par exemple, son public réel ou potentiel sur la base du numéro de visite ou de clic, la proximité ou l'affinité avec les utilisateurs selon les recommandations, ou encore la rapidité avec lesquels les résultats sont proposés. Donc, notamment, Tim Wu, au début des années 2010, a défini les algorithmes de type PageRank comme les master switch de l'Internet, donc l'interrupteur, les interrupteurs principaux d'Internet en ce qui concerne la circulation des informations. Donc, vu que les moteurs de recherche sont devenus essentiels par rapport à des exigences de la société telles que la libre circulation et l'accès aux informations et aux idées, c'est devenu essentiel de discuter de quelle façon les moteurs de recherche actuels soient effectivement en train de satisfaire ces requêtes, et s'il faut promouvoir des politiques particulières qui seraient relatives à un plus grand pluralisme et diversité dans ces espaces.
Un deuxième aspect où voilà, la gouvernance algorithmique se déploie de façon intéressante, c'est celle des recommandations sur les sites d'e-commerce. Là, bien sûr, on pense en premier lieu à Amazon, que Françoise Benamou avait qualifié il y a quelques années de prescripteur excellent. Voilà, il, c'est un service qui passe son temps à nous faire des recommandations et des prescriptions d'achat. Donc, sur Amazon et autres sites d'e-commerce du même acabit, se base sur la systématisation et sur l'automation d'un phénomène qui est très diffusé et très, très social aussi à la base, c'est-à-dire l'échange d'avis, d'indications, le partage de préférences et d'affinités entre usagers. Et donc, là aussi, il y a eu un papier dans les premiers jours d'Amazon qui développait l'idée de leur algorithme appelé le filtre collaboratif item to item, donc chose à chose, hein, pour ainsi dire. Ces détails restent un secret industriel, mais voilà, on sait bien à quel point cet algorithme-là montre chaque jour à des millions d'individus son efficacité voilà, dans la personnalisation des recommandations. Et voilà, il y a des champs entiers de l'informatique mêlés aux sciences sociales, comme l'analyse des affinités, l'analyse de marché, etc., ainsi que le data mining, qui sont voilà, qui sous-tendent la façon dont cet algorithme a évolué au fil des années. Et on a au moins, je pense, chacun d'entre nous fait l'expérience de à quel point ça peut structurer des marchés et influencer la façon dont on se rapporte à nos pratiques de consommation aujourd'hui. Un troisième aspect voilà, qui fait beaucoup de bruit actuellement, notamment parce que voilà, des propositions de régulation de ces espaces-là sont à l'ordre du jour, et certaines ont été particulièrement controversées. C'est celui de la modération des contenus sur les médias sociaux. Voilà, l'idée, c'est que chaque plateforme a un ensemble de règles spécifiques qui lui sont propres et auxquelles voilà, on souscrit voilà, quand on clique, qu'on est OK avec leurs conditions d'utilisation. Et puis, il y a aussi voilà, un ensemble de règles qui relèvent du droit de la liberté d'expression et d'autres qui voilà, donc, se superposent à cette relation plus de contrat privé qu'on peut avoir avec cette plateforme pour voilà, donner des lignes guides sur ce qui peut circuler, ce qui ne peut pas circuler dans des plateformes qui relèvent de l'espace public. Et donc, la quantité de communication, de contenu qui circule sur ces plateformes est très grande et croissante. Et elle se passe à une échelle tellement large désormais que c'est difficile d'imaginer que des modérateurs entièrement humains puissent affronter leurs tâches entièrement avec des méthodes manuelles. Donc voilà, la modération automatisée est de plus en plus importante, même si il faut se rappeler que le facteur humain reste important et pas très connu, donc très peu protégé, mais il est quand même important. Et à ce propos, je renvoie notamment aux travaux d'Antonio Casilli à ce sujet. Donc les plateformes des médias sociaux ont une forte impulsion voilà, économique à trouver des solutions techniques qui puissent régler le problème de façon satisfaisante, et elles font l'objet, ces plateformes, récemment, d'une pression politique croissante pour affronter les questions des discours de haine, de la désinformation, des violations de copyright sur les plateformes.
Surtout parce que certaines tentatives de légiférer dans ce secteur ont reconnu désormais, au moins en partie, la responsabilité directe des plateformes quand elles hébergent ce type de contenu. Donc, voilà, il y a un nombre croissant et multiple de systèmes automatisés qui doivent identifier et signaler des contenus critiques qui sont développés, testés et mis en œuvre par ces plateformes. Voilà, Facebook, Twitter et YouTube se sont bien gardés pendant très longtemps de donner trop de détails sur quels sont les critères décisionnels, les technologies et les données qui sont à la base de leur pratique de modération. Par contre, le fait que cette question a un poids politique croissant a amené ces industries à augmenter un petit peu leur transparence à ce sujet de façon qui reste quand même assez partielle. Juste citer une initiative particulière qui est le Forum Internet Global sur le contre-terrorisme, dont Facebook, Google, Twitter et Microsoft sont membres et qui a une initiative pour combattre la diffusion de contenu à caractère terroriste, potentiellement terroriste en ligne. Et en plus, certains de ces plateformes rendent public la structure générale de leur processus de modération et à peu près les critères généraux qui sous-tendent à leur prise de décision, mais maintiennent le secret sur les détails du processus. Facebook et YouTube font un peu comme ça. Voilà. C'est un peu leur façon d'aborder le problème. Alors l'acronyme, je vois le commentaire en ligne, c'est justement le forum, mais en anglais, donc l'acronyme en anglais, donc c'est Global Internet Forum to Counter Terrorism. Et voilà, et le quatrième et dernier exemple que je voulais vous proposer, c'est cette question de la police prédictive, voilà, donc c'est la façon dont les autorités de la police, services d'intelligence, utilisent toujours plus des instruments qui ont trait à la gouvernance algorithmique, notamment en agrégeant et analysant des différentes bases de données pour évaluer le risque d'actions qui relèvent du crime ou du délit, et surtout pour pouvoir ainsi efficacement les prévenir. Donc, l'analyse algorithmique fournit des prévisions de risques qui sont après utilisées pour guider les autorités particulières vers des zones géographiques, par exemple, voire des personnes spécifiques. Et par exemple, ces analyses peuvent contribuer à la décision de la part des autorités de fournir une plus grande présence de la police dans des zones spécifiques ou de surveiller des individus, voire même des fois d'avertir des groupes de victimes potentielles particulièrement à risque. Donc, bien sûr, c'est un secteur où il y a pas mal de manque de transparence aussi, justifié avec l'argument que une plus grande transparence sur les façons dont ces instruments se prennent permettrait aux criminels en puissance de comprendre mieux les failles du système et diminuer son efficacité, mais bien sûr, cette opacité est aussi une très grande complication pour évaluer les effets sociaux de ces pratiques au sein des polices. Et notamment, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont examiné voilà, la mesure dans laquelle c'est la police prédictive susceptible de renforcer des formes illégitimes de discrimination déjà présentes qui se verraient donc accentuées, mais aussi si c'est vraiment quelque chose de vraiment efficace
et efficient pour son objectif voilà, préfixé. Et il y a encore d'autres travaux, en France notamment, Bilal Bemouzid a mené un ensemble de travaux très intéressants sur la police prédictive, qui montrent que ces types de logiciels se basent sur des modèles qui sont dérivés de la sismologie, de l'étude des tremblements de terre, et notamment ces logiciels sont bien meilleurs pour prédire typiquement l'événement qui déclenche un tremblement de terre, par exemple, plutôt que ce qui se passe juste après, donc la mesure dans laquelle ça se stabilise graduellement. Et donc voilà, il y a des travaux qui ont essayé de voir, en s'inspirant de ce type d'événements-là, qu'est-ce qu'on fait qui n'est pas forcément adapté au contexte du crime et de la prévention du crime, et qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement. Donc, probablement à cause de ces problèmes d'efficacité, en fait, la plupart des systèmes de police prédictive sont encore conçus comme plutôt comme des systèmes de recommandation pour des êtres humains sur lesquels demeure vraiment la responsabilité de définir le moment et la façon d'agir. Mais il y a eu des controverses sur des logiciels sur lesquels on a pu en savoir un peu plus, comme Predpol par exemple aux États-Unis, dont on a pu faire un petit peu de rétro-ingénierie, qui semble indiquer d'un côté que ça va se passer. Voilà, ce genre d'outils seront utilisés de plus en plus dans le futur, qu'il faudra examiner avec un soin particulier leurs implications voilà, qui ont trait à ce dont on vient de parler. Voilà, donc voilà, une fois donné quelques exemples, je voulais rapidement mentionner voilà, un petit peu de quelques références clés. C'est pas la, voilà, je crois que selon ce que vous connaissez déjà ou pas, ça pourra vous être complètement inconnu, ou alors pour certains d'entre vous, je vais répéter des choses qui vous sont très familières. Je vais essayer de trouver une voie moyenne pour passer relativement rapidement sur cette. N'hésitez pas, ceux qui sont intéressés, à me demander des références précises que vous verrez passer. Donc, que font les travaux multi-interdisciplinaires qui s'intéressent à ces histoires de gouvernance algorithmique? Ils examinent l'importance des algorithmes pour ordonner le social, hein, pour faire sens du social, avec des objets de recherche différents qu'on vient de voir, mais aussi des disciplines différentes. Du coup, on a mentionné les STS, mais aussi d'autres branches de la sociologie, et puis les sciences politiques, les sciences de l'information et de la communication, les disciplines plus techniques qui ont trait aux technologies de l'information, à l'informatique en tout premier lieu, le droit, l'économie et la philosophie également. Alors voilà, la première fois où je crois que vraiment que c'est la première fois où l'étiquette gouvernance algorithmique a été utilisée dans un papier. C'était au tout début des années 2010, avec les philosophes des techniques Antoinette Rouvray et Thomas Berns. Et au cours des années qui ont suivi, on a vu un certain nombre de papiers qui s'engageaient dans des efforts de définition de la gouvernance algorithmique ou de la régulation algorithmique. Voilà, on retrouve dans un papier de 2013 anglophone l'étiquette de Algorithmic Regulation, et qui ont été suivis par un ensemble d'autres contributions qui se sont attaquées, voilà, à une définition de ce concept.
Et voilà, ces travaux, bien qu'examinant des terrains voilà, plutôt nouveaux pour nous tous, renvoient à cette hypothèse de fond des études sociales des sciences et des techniques, qui a été notamment représentée par un papier assez fondateur de Langdon Wynne il y a une quarantaine d'années. C'est que la technologie est à la fois un miroir et un réorganisateur de la société. Et puis, il y a eu des travaux qui, voilà, sur la base de ces hypothèses de fond qui ont plutôt trait à la technologie dans son ensemble, se sont consacrés à voir ce qui change avec voilà, l'ère des algorithmes plus particulièrement. Et donc, Dominique Cardon, par exemple, il a souligné que une des choses qui changent par rapport à cette technologie, plutôt que d'autres moins récentes, c'est qu'on vit dans une ère de surcharge d'informations et d'accès via Internet à la très, très grande majorité des informations qui nous entourent désormais. Et aussi, voilà, par exemple, avec les travaux d'Angèle Christin, on a montré comment la conception des algorithmes et ce qui leur permet de fonctionner est vraiment façonné par une variété de contextes économiques, culturels et politiques dont il faut tenir compte à la fois dans la pratique et dans la mise en œuvre des algorithmes, et de comment est-ce qu'on peut en faire sens dans les analyses universitaires et de recherche. Donc, il y a un certain nombre de domaines de recherche et d'application de cette gouvernance algorithmique voilà, qu'on a commencé à voir surgir des exemples précédents. Un domaine très important est celui de la communication numérique des médias sociaux, mais aussi les algorithmes sont de plus en plus présents dans l'ensemble de services qui ont trait à la gestion et à la surveillance des citoyens par les institutions publiques et le secteur privé. Parfois, on mélange des deux. Il y a voilà, on retrouve ces dynamiques-là dans les mécanismes de participation politique et de délibération politique, la mise à disposition d'outils pour ce faire. Et enfin, dans les transformations numériques du travail, donc dans ce cas, on pense notamment à l'automation de la gestion du travail à l'intérieur des entreprises à travers les systèmes de management de performance ou de classement de performance, ou encore la gestion et la surveillance algorithmique des lieux de travail. Et on en vient donc à ce que je considère la dernière partie de cet exposé, sur les questions de comment est-ce que la gouvernance algorithmique interagit avec le système de valeurs et de droits fondamentaux voilà, qui structurent notre être ensemble et notre être citoyen en France et pas seulement. Pourquoi? Parce que il y a un nombre important de controverses et de questions ouvertes qu'on a commencé à voir dans les exemples, qui voilà, sont régulièrement débattus entre spécialistes, mais aussi dans l'espace public. Avec des connotations, comme on l'a dit au début, positives et négatives à la fois. Et bien sûr, la raison principale de ça, c'est que ce phénomène de la gouvernance algorithmique peut influencer à plusieurs niveaux la protection des libertés et des droits fondamentaux sur Internet, du fait de son potentiel de surveillance excessive, de censure, de biais ou de renforcement des disparités. Et donc, c'est ce sur quoi je me propose de discuter quelques minutes avec vous maintenant. Donc, tout d'abord, il y a un premier aspect qui a trait à donc aux outils de prédiction et l'effet que ça peut avoir sur la surveillance et sur la vie privée. Donc, il y a
Voilà, à la base de tout ça, il y a ce que Joseph Van Dyke a appelé en 2014 la datafication. Donc, l'augmentation, la variété des données qui sont récoltées par les dispositifs numériques et par les systèmes de surveillance ou par les trackers en ligne. Et donc, la datafication produit un ensemble est produite par un ensemble d'infrastructures toujours plus puissantes qui consentent une analyse de données très rapide et par un ensemble de normes sociales qui favorisent la quantification, la classification, la catégorisation et la surveillance. Donc, il y a tout un ensemble de recherches sur la gouvernance algorithmique qui se focalise de façon importante sur les nombreux risques liés à la datafication et à la surveillance. Donc, il y a certains travaux qui ont introduit cette notion de data doubles, donc des sortes de duplicata numériques des personnes qui sont recomposées à partir d'agrégations de données et diffusées à travers des assemblages de systèmes d'information. Et ces data doubles rendent possible de créer des profils détaillés des individus et donc de surveiller des populations à large échelle et créer un certain nombre d'opportunités pour la classification sociale de différentes façons, ce qui peut amener aussi à la discrimination, de l'oppression et de la manipulation si c'est conduit de façon non encadrée. Donc, il y a principalement deux objectifs qui sont au centre des algorithmes, voilà, qui cherchent à prédire des choses sur la base de ces grandes masses de données et de leur agrégation. D'un côté, l'idée, c'est de personnaliser les services qui sont rendus aux clients, aux citoyens autant que possible, ou alors apporter des éléments utiles à la prise de décision de la part des autorités. Donc, on a parlé d'une véritable action publique algorithmique qui est en train d'émerger en parallèle à la diffusion à large échelle des algorithmes dans le secteur privé. Et donc, cette action publique algorithmique, ce serait quoi? Ce serait, par exemple, l'ensemble de mesures qui serviraient à anticiper certains comportements de sécurité, voilà, en ce qui a trait à la sécurité, par exemple, mais aussi plus généralement avec des implications sociales, par exemple la prévision des risques d'abus, l'assistance au diagnostic médical ou encore chercher à anticiper les risques de décrochage scolaire, par exemple. Je pense que vous avez eu vent de quelques-unes de ces controverses-là qui se sont passées au cours de ces dernières années. Et donc, voilà, il y a tout un ensemble de règles au niveau national et en Europe aussi supranational, notamment avec le récent règlement européen pour la protection des données, qui cherche à voilà, préserver le potentiel bénéfique de certains de ces outils, tout en cherchant à superviser les processus automatisés, notamment faire en sorte qu'ils ne substituent pas à l'intervention humaine, mais constituent plutôt une assistance à la décision pour telle ou telle autre autorité. Et voilà, dans ces instruments juridiques, il y a un certain nombre de droits voilà, qui existaient avant l'informatique et voilà, qui tient plutôt des droits à l'information et à la communication, mais qui, voilà, dans les contextes numériques, se déclinent de façon particulière et qui stipulent notamment le droit à l'accès, à l'opposition au traitement de certaines données. Et
une des façons fondamentales dont le RGPD a innové par rapport à la directive qui régulait la privacité en ligne précédemment, la directive de 95, ça a été de reconnaître aussi un droit à la portabilité des données d'une plateforme à l'autre. Il y a un deuxième cluster de droits importants qui discuter par rapport à la gouvernance algorithmique. C'est ceux qui ont trait à l'autonomie et à la transparence. Donc, l'idée, c'est que si les algorithmes sont utilisés de façon croissante comme instrument de gouvernance, ça a des effets ou peut avoir des effets sur l'autonomie de l'individu et sur sa possibilité, une capacité d'agir. Et c'est, voilà, il y a des travaux toujours plus nuancés par rapport à ça qui montrent par exemple que l'interaction entre agents humains et agents artificiels dans ces contextes-là est vraiment complexe. Et donc, les situations d'opacité et de meilleure transparence potentielle sont parfois difficiles à identifier précisément. Par ailleurs, en tant que principe, la transparence est reconnue comme un facteur important pour l'autodétermination de l'individu, pas qu'en ligne, bien sûr. Et on reconnaît en parallèle que certains systèmes algorithmiques ont une complexité, un degré de complexité intrinsèque tel qui pose un challenge très important, à savoir comment reconnaître dans la pratique de certains contextes la transparence. Voilà, et donc il y a aussi des questions telles que est-ce qu'une transparence absolue serait souhaitable? Voilà, il y aurait probablement à la fois des soucis pratiques de concurrence, de secret industriel, à pleinement mettre en avant une transparence absolue dans ce secteur. Un ensemble de solutions sont explorées, notamment la mesure dans laquelle il y aurait des audits des algorithmes. Donc, on investirait des agences ou des autorités indépendantes dans le mandat particulier d'une mission et qui auraient la légitimité d'aller regarder dans le code, ce que d'ailleurs difficilement le public lambda pourrait faire. Et donc garder une dimension de secret industriel, de brevet de certains systèmes, tout en ayant un œil privilégié aux implications éthiques et de transparence que ces algorithmes représentent. Et voilà. Ensuite, il y a des questions d'équité, de biais et de censure potentielle qui en découlent. Donc, il y a c'est depuis les premiers temps de la gouvernance algorithmique qu'un des risques qui a été identifié dans l'usage de ces algorithmes comme instrument de gouvernance a été une sorte d'aura d'objectivité, de neutralité, de vérité qui les accompagnait, et une sorte de promesse de résoudre des problèmes de complexité sociale très importante par le biais de la simple disponibilité de grandes masses de données et en parallèle une augmentation exponentielle de la puissance de calcul. Donc cette idée a été progressivement déconstruite par un certain nombre d'études au cours de la dernière décennie. Donc, montrer comment ces études ont notamment montré comment un certain nombre de manques d'équité sociale, discrimination, etc., se reflètent dans des distorsions qui sont présentes dans les données elles-mêmes, tout d'abord, et puis dans les pratiques d'agrégation et de profilation qui les concernent.
Et donc, on s'est attaché à regarder quels préjudices ou quelles distorsions peuvent avoir ces algorithmes dans des contextes particuliers, notamment est-ce qu'ils sont susceptibles de renforcer des inégalités déjà existantes, et aussi comment est-ce que la personnalisation qui vise à influencer les comportements et d'une façon ou d'une autre est susceptible de dévier vers des pratiques de manipulation et de censure qui seraient bien sûr fortement problématiques dans le cas de systèmes qui auraient comme objectif affiché exactement le contraire. Voilà, donc j'arrive vers la fin de cet exposé. Je voulais mettre en avant quelques éléments de conclusion. Donc, le premier, c'est qu'il semble désormais avéré que le fait que les algorithmes soient très présents et de plus en plus diversifiés dans une variété d'applications qui ont trait à organiser la société humaine. C'est vraiment un enjeu central et ça a des implications politiques importantes. Donc la gouvernance algorithmique, c'est une caractéristique clé de notre écosystème actuel de la connaissance, notamment, de la façon dont on peut accéder aux informations et de quelles sont les normes culturelles qui sont sous-jacentes à ce système, voilà, du coup, qu'on donne peut-être comme acquises, comme implicites, et que le fait de devoir traduire dans la technologie un certain nombre de ces normes amène à peut-être une plus grande explicitation aussi de leurs inégalités inscrites ou implicites. Et aussi, voilà, du coup, les algorithmes, ils contribuent à la formation même de l'information à laquelle nous avons accès, aussi bien à son organisation et à sa visibilité. Quand on parle de gouvernance algorithmique, on parle ce qui est en fait une vaste gamme de pratiques qui sont sociales et techniques à la fois. Il y a un certain nombre de principales controverses qui sont communes aux très grands différents contextes d'application de la gouvernance algorithmique qu'on vient de voir. Donc, les controverses sur leur partialité, sur leur équité, sur la possibilité d'influencer notre capacité d'agir, sur l'autonomie ou encore sur la transparence des acteurs institutionnels et privés. La gouvernance algorithmique peut prendre des formes très différentes, être très reliée au contexte socio-économique et politique dans lequel elle prend forme. Elle a aussi, voilà, ce qui parfois semble donc, être relégué à un deuxième plan par les très justes débats sur ces risques potentiels. Ces façons de faire, ces dispositifs, ces technologies ont aussi le potentiel de devenir plus inclusifs, de permettre une plus grande diversité sociale et aussi, dès leur conception, de protéger un certain nombre de droits fondamentaux, ce qui en fait voilà, autant de raisons pour lesquelles ils sont vraiment un enjeu politique important. Et du coup, quand je voudrais terminer par voilà, par cette citation ou ce rappel d'une provocation paper, je ne sais pas comment on pourrait le traduire, mais c'est voilà, un papier, un article qui était vraiment explicitement, qui mettait en avant une thèse forte et qui avait paru en 2013 par plusieurs chercheurs de la New York University, qui, voilà, dans ce papier, il se posait non seulement la question de la gouvernance des algorithmes et de la gouvernance par les algorithmes et de comment les deux interagissent entre elles, mais aussi de ce que cela signifierait pour nous tous de résister à ces algorithmes
Et donc, ils incitaient aussi les recherches futures présentes et futures sur la gouvernance algorithmique à donner de la place à cette question de la résistance. Donc, peut-on, doit-on, dans certains cas de figure, résister aux algorithmes et et dans ce cas, il faut réfléchir à ce qui, à leurs conditions de production, à leurs conditions de mise en œuvre et de quels outils on a à disposition, nous, de notre côté, comme citoyens, et de qui se doit de nous les fournir ou de les favoriser ou de les promouvoir ou de réguler l'espace public de façon à ce qu'on puisse en bénéficier. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, dans notre coin d'utilisateurs Internet, chacun et chacune. Donc, il traçait un véritable programme à la fois de recherche et de pratique pour la gouvernance algorithmique dans le futur proche. Et il me semble que c'est plus que jamais d'actualité. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous raconter un peu ce soir. Et maintenant, je pense qu'on a une demi-heure pour échanger. S'il y a des questions ou des commentaires, voilà, c'est un monde très vaste. Donc j'imagine que vous avez aussi des visions assez pointues de votre côté. Donc, je serais ravie d'en savoir plus aussi. Merci beaucoup. Je vais arrêter de partager mon écran, comme ça vous nous verrez un peu mieux. Merci beaucoup, Francesca. Je viens de m'apercevoir qu'on avait laissé je crois, le son. Enfin, tu m'entends là? Oui, c'est d'accord. En fait, j'avais laissé le son allumé. Donc, parfait. Pas besoin de le rallumer pour pouvoir poser des questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat ou dans la salle. Moi, j'avoue que personnellement, j'en ai beaucoup. Et encore une fois, merci beaucoup pour ton exposé. Je vais peut-être commencer, histoire de laisser le temps aux personnes qui voudraient en poser, le temps de les formuler ou de les penser. Je vais commencer par une question sur un thème qui m'intéresse particulièrement parce que c'est notamment une de mes thématiques de recherche. Personnellement, je travaille sur l'apprentissage distribué et l'apprentissage fédéré. Je ne sais pas si ce dernier te parle, l'apprentissage fédéré. Alors, le mot fédération dans les technologies me parle, c'est-à-dire que c'est une des architectures qui est mise en avant, notamment comme voie moyenne entre les dispositifs très centralisés, basés sur les fermes de serveurs, etc., et du peer-to-peer très intégral et tout. Mais je ne suis pas sûre que par rapport à l'apprentissage, ce soit la même acception du mot. Parce que, en fait, comment dire, donc, en apprentissage, on a ces deux paradigmes. Le premier étant le centralisé, qui veut dire que toutes les données sont contenues au même endroit et on va faire tourner l'algorithme de manière centralisée donc sur toutes ces données. Et on a cet autre paradigme de l'apprentissage du coup fédéré, où les données, par exemple, ne vont pas avoir besoin de quitter l'endroit où elles sont, donc par exemple le téléphone, et on va plutôt échanger de l'information globalisée, donc peut-être des vecteurs qui résument l'information ou des modèles, des paramètres de modèles, etc. Et du coup, j'aurais aimé savoir, comme je sais que c'est un peu une des thématiques sur lesquelles tu avais travaillé, le distribué, enfin, l'architecture distribuée. Je voulais savoir, selon ton point de vue, comment est-ce que tu penses que ça peut interagir avec cette notion de gouvernance algorithmique? Comment est-ce que ça peut la transformer, si ça peut porter d'autres valeurs, si ça peut... Oui. Alors, là, je vais faire une réponse plus générale voilà, alors je vais peut-être préciser rapidement ce que j'ai pu voir comme terrain voilà, sur cette tension autour du centralisé, du distribué et plus récemment vraiment du fédéré. Donc j'ai vu
dans ma thèse, j'avais examiné un certain nombre d'alternatives aux services Internet voilà, dont on connaît des versions dominantes centralisées, et comment est-ce que voilà, le fait de choisir le paradigme de la décentralisation de la distribution pouvait changer. Par exemple, typiquement dans un moteur de recherche, comment est-ce que ça permettait de mettre à profit différemment la proximité entre utilisateurs, par exemple, avec des choses comme les protocoles épidémiques, le gossip, etc. Donc, il y a toujours, je pense, cette tension qu'on retrouve dans tous ces différentes tentatives de donner des alternatives décentralisées et distribuées à des services Internet, donc y compris avec des dynamiques de gouvernance algorithmique. C'est que il y a des besoins d'autonomie, de proximité, de contrôle sur ces données, etc., qui semblent voilà, bien s'adapter à des approches décentralisées et voilà, garder plus de choses qu'on fait sur nos propres machines, stocker nos données plutôt chez nous, etc. Et par ailleurs, il y a toujours ces questions qui sont liées à la usability, à la possibilité d'usage de façon confortable de ces outils-là, sans que voilà, avoir plus d'autonomie implique une responsabilité quasi totale sur l'outil technique et sur voilà, donc ce qui rendrait l'empowerment des utilisateurs plus compliqué. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours ces questions-là qui continuent à se reposer de façon régulière, y compris dans le terrain que j'ai abordé plus récemment avec les outils de messagerie sécurisée, où justement il y a des solutions centralisées, il y a des solutions peer-to-peer, il y a des solutions fédérées. Et dans ce cas-là, la fédération, je l'ai vu vraiment déployée comme solution pour que les utilisateurs qui ne sont pas des spécialistes techniques aient une certaine mesure de contrôle, mais que du coup ils puissent choisir la personne ou le service qui s'occupe de leurs données de façon plus fine, sans tout devoir balancer vers Google pour autant, et sans devenir développeurs eux-mêmes. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. On a une question assez longue de Nicolas Vayatis. Je pense que c'est bien de la faire à l'oral pour que sur l'enregistrement on puisse la retrouver. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux la dire à l'oral ou si tu veux que je la lise. Et je vais la lire du coup. Début de la question. Merci pour cet exposé qui met bien en évidence les risques et les dérives possibles autour de l'usage massifié d'algorithmes. J'ai 3 remarques. Petit 1. Les concepts généraux développés ici pourraient être modulés selon la régulation de cette gouvernance, qui utilise les algorithmes, qui détient les données, etc. Il y a de nombreux schémas possibles qui ne sont pas neutres par rapport aux tensions établies dans l'exposé. Petit b, nous sommes globalement très exigeants des algorithmes, parfois même plus que des dispositifs socio-administratifs ou des jugements humains. Les algorithmes peuvent aussi corriger des biais humains. CF Moulin-Nathan sur le système de santé. Et petit c, je partage l'analyse faite dans l'exposé pour certains aspects d'Internet, recherche, ciblage, recommandations, information, mais il y a des secteurs où les plateformes Internet peuvent aussi être une manière de briser les corporations qui maintiennent des asymétries dont elles profitent, syndicats immobiliers, secteur médical, etc. Oui, absolument. Oui, effectivement, c'est tous les 3 des aspects très importants, et j'ai essayé un petit peu de les souligner dans l'exposé aussi. Effectivement, le premier aspect sur le fait que chaque fois que je disais que c'est une étiquette qui couvre des contextes
très différents. Je ne faisais pas effectivement référence seulement aux différents usages de ces algorithmes pour faire recommandation plutôt que la modération, plutôt que de hiérarchiser de l'information. Mais effectivement, il est aussi question des acteurs qui sont derrière ces choix, ceux qui ont initialement développé la recette de l'algorithme, mais aussi ceux qui la mettent en œuvre de façon particulière et qui choisissent du coup aussi combien ils partagent leurs critères de mesure, d'évaluation, de classification avec d'autres acteurs, c'est sûr. Oui, sur le point B, oui, là c'est plutôt quand je mentionnais la coprésence des deux narrations. Le fait qu'effectivement on est exigeant sur les risques potentiels de discrimination, etc. Mais il y a aussi l'aspect de voilà, pourquoi est-ce qu'on met en œuvre ces algorithmes. C'est aussi parce qu'on reconnaît une grande force possible aux grandes masses de données et à la possibilité d'en tirer des informations pertinentes. Et donc, voilà, si on arrive à faire ça, c'est sûr que les algorithmes peuvent aussi servir à corriger et non pas seulement à renforcer des éventuels biais ou discriminations. Et oui, tout pareil, pour la partie C, effectivement, c'est la partie narrative positive autour des algorithmes, mais pas seulement narrative, aussi possibilité de pratique positive de la gouvernance algorithmique, ça recouvre aussi aussi ça peut servir à nuancer des monopoles ou à les briser. Je pense notamment à aux travaux sur le coopérativisme des plateformes, etc. Voilà, une partie de ces travaux-là met en avant la mesure dans laquelle les algorithmes peuvent servir à ce type de démarche-là, c'est sûr. On avait aussi une seconde question dans le chat qui était à propos des méthodes d'enquête compte tenu des secrets industriels et autres obstacles. Oui. Oui, alors ça, c'est effectivement une question que les sociologues du numérique se posent de façon assez récurrente. Alors, il y a... donc je vais vous trouver une référence vite fait. Je vais la mettre parce que c'est vraiment une bonne... un chapitre qui résume assez bien l'ensemble de challenges auxquels on peut faire face quand on s'attaque aux grandes plateformes avec des outils sociologiques. Voilà, je vais trouver la référence. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est une chercheuse danoise qui a beaucoup voilà, travaillé sur Google et Facebook, et donc du coup c'est confrontée à la collecte de données qualitatives et quantitatives qui avait trait à ces plateformes. Disons que alors il y a des cas où moi, les terrains que j'ai fait récemment, par exemple, il y a une partie d'un truc qui concerne la gouvernance d'Internet en Russie, la gouvernance par l'infrastructure et des infrastructures de l'Internet en Russie. Et on s'y est pris d'un certain nombre de façons. Tout d'abord, on essaie d'avoir accès à des gens qui nous expliquent des choses. Et puis, le complément de ça, c'est un certain nombre de techniques de métrologie des réseaux, par exemple, qui permettent d'avoir un certain nombre d'indications sur par où passe du trafic, il faut aussi quel type de trafic sont priorisés ou pas priorisés, est-ce qu'il y a des indications possibles sur la présence de boîtiers de surveillance ou de censure à des endroits particuliers du réseau, etc. Il y a ce laboratoire au Canada qui développe un certain nombre d'outils assez fabuleux à cet égard. Je vous invite d'aller le voir.
c'est le Citizen Lab de l'Université de Toronto, où il y a voilà, typiquement un certain nombre de collaborations très fructueuses entre sociologues et informaticiens sur voilà, qui font des enquêtes sur des endroits critiques du réseau, notamment en ce qui concerne la surveillance, l'espionnage numérique et la censure. Et voilà, par exemple, ils donnent vraiment des outils très, très intéressants sur ce sujet. Donc, c'est un mélange de qualitatif et de quantitatif, si vous voulez, c'est le faire qu'on peut. Ok, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Do you hear me? Yes. Yes. Thank you for the talk. I understand that studying this topic is quite important because there are a lot of choices to make, and my impression is that we are just starting to regulate everything, and I see it very, very close to, like, every choice is very political. And my question would be if your team is involved in any political action or not yet. Can you say again, just like the last 10 seconds? Yes, my question is if your team is involved in political action or not yet. Are you designing policies? Yeah, if my team is involved. Okay, yeah. So okay, so one of the things that we try to do at CIS is to be meaningful in some political arenas with the help of research, indeed. What happens now, for example, among these type of initiatives that we have done in the recent past, for example, with our research on encrypted secure messaging tools, has been that due to the after our research, my colleague Xenia Machina has went on to work as a researcher within the team of a team of developers that is building a federated secure messaging. So that is not in a political arena, but it is to give you an idea of how well this kind of social science research on these tools can end up being incorporated in the development of the tools, and perhaps facilitate some reflexivity on some of these political principles. Then, more explicitly, how we engage in political arenas, we have been part of some initiatives. For example, the Digital Commission of the French Parliament. That has engaged in reflection for several years on rights and liberties in the digital age, and it was a mixed commission of parliament deputies and people from civil society, including a few researchers. Philippe Aigrin, whose work you may know on digital commons and open access, was also in this commission. And the idea was really that what research can do in this kind of political arenas is to stop or at least nuance the natural reflex of politics, which is to legislate in reactive mode due to some kind of emergency that is born, and that we have to put a stop to it. But instead, to take a step back and consider that actually there are a number of principles that have been amply researched in the past, perhaps also in relation to non-digital technologies, other types of technologies, and that this research can provide a certain number of lessons and
other remarks and insights about how we can deal with what is happening right now, and perhaps some reinventing the wheel is needed, but perhaps we don't have to reinvent the entire wheel either. Thank you very much. Peut-être que pour conclure, j'aurais peut-être une question, mais une dernière question qui est peut-être que je n'ai pas encore vraiment totalement formulée, mais qui est peut-être un peu plus ouverte. Je commence à m'intéresser de plus en plus du coup comment dire, à la sociologie des techniques et notamment aux réponses qui peuvent être portées à est-ce que la technologie est neutre, et c'est courant qui du coup propose comme réponse à cette question de dire que la plupart des techniques en fait vont être porteuses de valeur et que du coup elles vont préfigurer comme des choix de société. Et du coup j'aurais aimé avoir, j'essaie toujours de faire un peu cet exercice depuis que j'ai lu ces quelques lignes sur par exemple, ok, il y a un téléphone devant moi, quelle valeur ce téléphone porte, pareil pour une voiture, pareil pour un gobelet en plastique, et donc j'aurais aimé avoir peut-être ton point de vue là-dessus sur les algorithmes, sur quelles valeurs sont portées par les algorithmes. Et alors j'imagine évidemment que c'est une question très large parce que tout dépend de à quoi vont être appliqués ces algorithmes, mais j'imagine qu'on peut quand même peut-être extraire quelques valeurs qui sont majoritaires peut-être dans la plupart des algorithmes. Ça, je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est vraiment je pense que tout d'abord, c'est une question de, effectivement, à quoi est destiné l'algorithme, parce que ça déjà, ça fait... Voilà, si on prend vraiment la définition basique d'algorithme comme une recette qui doit voilà, transformer quelque chose au départ en un résultat, en fait, de façon très, très fondamentale, c'est quand même ce dont il s'agit. Voilà, il est question du coup déjà de l'objectif auquel il doit être destiné, et puis aussi voilà, de toutes les couches qui se superposent et dont on vient de parler, donc à la fois de quels sont les acteurs impliqués, quels sont les acteurs visés, le fait qu'il y a souvent voilà, la possibilité de mettre en œuvre ces algorithmes à large échelle dérive d'une convergence de plusieurs choses qui se sont passées dans les dernières 10-15 années. Donc le fait que le volume des données a beaucoup augmenté, que c'est beaucoup plus facile d'y accéder et qu'on a à disposition un nombre croissant d'outils pour essayer d'en faire sens. Et donc du coup, c'est... dans tout ça, il y a vraiment toujours cette double narrative qui est là entre les risques potentiels et le potentiel positif de faciliter la vie des personnes ou de certaines personnes. Et donc, voilà, d'améliorer le niveau de vie de tel ou tel autre groupe de la société dans des contextes particuliers. Je ne suis pas sûre que jusque-là, on puisse parler de valeurs qui sont majoritairement inscrites dans les algorithmes, parce que vraiment la diversité de contextes est trop forte. Par contre, ce qu'on peut voir majoritairement, c'est qu'il y a des controverses, des points de controverse, des points critiques récurrents dans la plupart de ces variétés d'usage, qui sont un peu voilà, ceux que j'ai essayé de tracer un petit portrait dans la dernière partie de l'exposé, c'est-à-dire le fait qu'on en revient toujours à des questions de transparence, de qui pour qui, d'autonomie de l'individu ou de groupe, de discrimination qui se nichent potentiellement dans des outils qui sont parfois faits pour le contraire, et de qui peut faire sens de tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'on voit. Ben, merci beaucoup
Merci beaucoup pour ta réponse. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir arrêter le séminaire. Et merci encore de ta participation. Merci à vous. Désolée de ne pas être dans l'amphi avec vous, mais c'était quand même très, très riche. Merci beaucoup. J'espère que ça a été au bon, disons, au bon niveau, que j'ai pas trop ennuyé personne, tout en apportant quelques éléments utiles à tous. Vous me direz. Merci beaucoup, Francesca. Merci et bonne continuation. Merci et puis à bientôt au détour d'un groupe de travail du CIS. Avec plaisir. De manière active. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.